Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes professeur des universités, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, de l'islam contemporain. Votre dernier livre, Le bouleversement du monde, vient de sortir à nouveau aux éditions Pocket. Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution iranienne et peut-être même d'une révolution mondiale? Si le régime des mollahs tombe, est-ce que c'est la fin de toutes les tentations islamiste? Vous écrivez cette phrase: l'effondrement du régime des mollahs serait un coup très sérieux porté à toutes les utopies islamistes, comparables en effet à celui de l'URSS pour le communisme. Ça peut être ça qui se joue en ce moment dans l'affrontement entre Israël et l'Iran? À moyen terme, oui, j'utilise le conditionnel. On n'est pas encore sûr que le régime est tombé. Et vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Les Américains ont envoyé des porte-avions qui entourent complètement l'Iran, mais se déclarent ouverts à la négociation. En ce moment, M. Barrot est en train de voler vers Genève avec le ministre des Affaires étrangères allemand, la haute représentante de l'Union européenne, Mme Kallas, pour rencontrer Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, donc en Suisse, et pour essayer de voir comment on peut gérer la situation. Ça veut dire que quand vous nous dites tout ça, toutes les options, au fond, sont, au moment où on se parle, sur la table. Oui, mais pendant que les Américains sont là autour, Israël continue à bombarder. Et l'Iran continue à répliquer sur Israël. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, enfin d'après ce que Trump, mais il change, il faut dire, souvent d'avis, a annoncé récemment, dans 15 jours, on verra. L'espoir des Américains, c'est que dans les 15 jours qui viennent, l'Iran sera tellement affaibli, ou le régime des mollahs sera tellement affaibli, qu'il sera possible d'obtenir une négociation sur le nucléaire, sur le changement de régime, etc., le plus favorable possible aux États-Unis, à Israël, aux Occidentaux, le plus défavorable possible à l'Iran. On n'y est pas encore, mais l'affrontement, pour l'instant, continue. Alors, ce que je voulais dire dans la phrase que vous avez évoquée, c'est que, effectivement, l'Iran n'a pas seulement été le régime de la révolution islamique chiite. Même s'il y a eu des conflits entre chiites et sunnites à travers le monde, des massacres entre eux, on a vu ce qui s'est passé dans l'Irak après la chute de Saddam Hussein. Quelque chose qui est aussi présent dans l'esprit de beaucoup d'Iraniens, beaucoup de gens, c'est-à-dire même si un régime que beaucoup détestent, y compris les exilés, qui haïssent les mollahs, qui veulent les voir partir, ils sont aussi terrifiés à la perspective qu'il y a un chaos épouvantable après les mollahs, genre ce qui s'est passé dans l'Irak après la chute de Saddam Hussein, qui avait fait tomber la dictature baathiste pour amener Daesh et autres. Donc, toute la difficulté aujourd'hui est là, parce qu'Israël a ses intérêts propres, c'est-à-dire réduire le pouvoir de nuisance de l'Iran qui veut détruire l'État d'Israël, qui le bombarde comme on le voit aujourd'hui. Mais les États-Unis, l'Union européenne et autres, qui partagent cette volonté, ont également la volonté de voir plus loin, c'est-à-dire d'éviter que sur la ruine éventuelle du régime des mollahs, naisse un régime chaotique de guerre de tous contre tous dans une région qui est celle où il y a la plus grande réserve de pétrole et de gaz du monde. On va essayer de comprendre effectivement quels sont les différents scénarios, mais d'abord dans les prochaines heures, vous le disiez, les ministres européens et le négociateur iranien qui vont se retrouver à Genève. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils attendent, mais en tout cas, il me semble que c'est une manière de prendre langue, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on maintient le contact avec ce qui reste aujourd'hui d'appareil étatique iranien, qui est en mauvais état, très clairement. Vous avez vu ces images l'autre jour où on observait ces grandes autoroutes à Téhéran pleines de voitures de gens qui s'en allaient. Jusqu'à ce que le gouvernement iranien baisse la possibilité, le nombre de litres d'essence que chacun peut mettre dans sa voiture et donc réduise effectivement la capacité à cet exode, en fait à cette sortie notamment de Téhéran. C'est vrai, entendu que vous savez, par le paradoxe, c'est que l'Iran est un gros producteur de pétrole, mais on ne trouve pas d'essence parce qu'il est quasiment gratuit, donc elle est envoyée par des contrebandiers dans les pays voisins. Donc c'est un système aberrant qui fait partie de ce délabrement de la République islamique. Mais en même temps, le régime iranien aujourd'hui est obligé de laisser des poches de non-gouvernance. On voit par exemple, dans la guerre psychologique, des guerres des images qui est menée par tous les camps, souvent dans la région, il faut se méfier de ce qu'on voit bien sûr, mais on a des rues de Téhéran qui sont désertées et où des opposants peuvent monter des scènes qu'on voit sur le web avec un bûcher sur lequel on met des photos
de l'ayatollah Khamenei, chose qui était impensable il y a quelque temps. Alors, ce ne sont pas des manifestations de masse, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de trous dans la raquette répressive iranienne. Est-ce que s'il y a, comme vous le dites, un début de dialogue qui se noue aujourd'hui, c'est d'abord un dialogue, j'allais dire, le couteau sous la gorge, puisque effectivement c'est un dialogue, mais parallèlement, comme vous le disiez, les États-Unis montrent leur présence physique, Israël continue de bombarder. Les Iraniens ont-ils donc le choix ? Ils espèrent gagner le plus de temps possible, si vous voulez, puisqu'ils ne sont pas complètement seuls. La Chine les soutient. La Chine, c'est quand même la deuxième grande puissance aujourd'hui, après les États-Unis, ou en compétition avec les États-Unis, qui d'ailleurs importe quasiment tout son pétrole et son gaz, quand elle le peut, de l'Iran. C'est un soutien qui pourrait devenir un soutien actif ? Militaire, je ne pense pas. Mais en tout cas, dans le rééquilibrage du monde qui joue aujourd'hui, la Chine donne son avis. Par ailleurs, les pays arabes voisins, notamment ceux du Golfe, et aussi le Pakistan, surtout le Pakistan qui est voisin de l'Iran, mais qui a fermé sa frontière aux réfugiés venant de l'Iran, mais a créé une sorte de front de solidarité avec un pays musulman attaqué par Israël. Et les États du Golfe sont très partagés parce que d'un côté, ils aimeraient évidemment que l'Iran, qui a fait envoyer des terroristes attaquer des raffineries saoudiennes dans le passé, l'aéroport d'Abu Dhabi et autres, cesse d'être un État rogue ou un État voyou, comme on dit. Mais en même temps, ils sont très inquiets du chaos, la possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz où passe 20% du Golfe, et aussi des répercussions sur leur propre stabilité, si vous voulez. Vous dites ces États, on pense évidemment à la Jordanie, à l'Arabie Saoudite, à la Syrie, à l'Irak, aux Émirats. Pétrole, hein, ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent ? C'est-à-dire, est-ce que, comme certains le disaient au tout début de cette résurgence de conflit, que au fond, certains, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite bien sûr, se disent, au fond, c'est pas plus mal que l'Iran soit affaibli, mais c'est impossible évidemment de le dire publiquement. La Jordanie condamne clairement et prend parti pour l'Iran, condamne officiellement Israël. Qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Oui, la Jordanie est un bon exemple puisqu'ils interceptent des missiles en même temps qui passent au-dessus de leur territoire et qui sinon frapperaient Israël. Donc, les faits, ils soutiennent plutôt Israël, dans les mots, ils soutiennent plutôt l'Iran ? Alors, non, enfin, ils sont prudents et si vous voulez, dans le monde arabe, l'impact de missiles iraniens tombant sur Israël, pour ceux qui, dans ces populations, sont anti-israéliens, c'est perçu d'une manière favorable, bien évidemment. Et c'est là l'un des enjeux internationaux qui se produisent, y compris en Europe, parmi des populations qui sont plutôt anti-israéliennes. Chaque salve est perçue comme quelque chose dont on se réjouit, puisque par ailleurs, Israël est considéré comme celui qui est en train de détruire Gaza. Il y a encore eu d'ailleurs des morts à Gaza cette nuit. La guerre continue à Gaza, si vous voulez. Donc il faut bien prendre la totalité du de l'image. C'est pourquoi pour revenir à votre question originale, je n'ai pas oublié, pourquoi est-ce que j'écrivais donc dans le Figaro de ce week-end que si le système des mollahs s'effondrait, ça serait comparable jusqu'à un certain point à l'effondrement de l'Union soviétique, parce que l'effondrement soviétique a considérablement abîmé les partis communistes qui s'en réclamaient. Le Parti communiste français, il fait 2% des voix aujourd'hui. Quand j'étais jeune, c'était le grand parti du peuple, si vous voulez. Et aujourd'hui, vous avez tous ces partis à l'extrême gauche, par exemple, qui se réclament de ce qui se passe en Palestine, qui finalement ont une certaine sympathie pour la révolution iranienne. On a vu un certain nombre de drapeaux iraniens être désormais brandis en marge des manifestations de soutien à la Palestine. Exactement, oui. Et or, l'Iran, ça n'est pas seulement un pays chiite, c'est un pays qui, la révolution de 79, a donné cette espèce d'immense espoir d'un État islamique. Et
Sadat a été tué 2 ans après par des gens qui étaient fascinés par cela. Je vous raconte une anecdote. Moi, j'étais en Égypte à l'époque, j'avais 24 ans, en 1980, et je faisais ma thèse sur les mouvements islamistes, donc qui allaient tuer Sadat l'année suivante. Je faisais antichambre chez le guide suprême des frères musulmans pour lui faire une interview, et qui vient me rejoindre dans l'antichambre? Le chargé d'affaires iranien, qui lui-même venait rencontrer voilà, iranien romainiste, déjà, voilà. Et il faut bien savoir que le guide Khamenei, par exemple, a lui-même traduit de l'arabe vers le persan le livre de Sayyid Qutb, le principal, disons, idéologue révolutionnaire des frères musulmans, dont ils se sont inspirés. Mais ça veut dire, Gilles Kepel, que vous dites aujourd'hui que si le régime des Mollahs tombait, encore une fois, on n'y est pas du tout, mais effectivement, c'est un des espoirs d'un certain nombre de gens, peut-être même un objectif d'Israël, les États-Unis, d'un certain nombre, y compris d'Européens, qui, encore une fois, notamment au G7, ont signé ensemble cette déclaration ciblant l'Iran comme l'ennemi commun, ou comme le responsable du chaos et du terrorisme. Est-ce que ça veut dire que le modèle d'un État islamiste s'effondrerait avec lui? Mais en tout cas, il serait très abîmé. Puisque c'est la révolution islamique de 79 qui a changé les choses, bien sûr. Après, vous avez eu 89... Vous voulez dire Daesh, vous voulez dire tout cela a aussi sa source dans l'histoire iranienne. Qui a donné, de même que la révolution léniniste de 1917 en Russie, si vous voulez, a été ce qui a donné l'espoir au communisme pendant tout le XXe siècle. Et ça, il faut bien s'en rendre compte, parce que quand vous pensez, par exemple, quand on parle, quand je peux demander aux étudiants à Sciences Po, qu'est-ce que c'est que 1989 ? Ils répondaient tous, chute du mur de Berlin. Je dis d'accord, mais qu'est-ce qui a causé la chute du mur de Berlin, outre les enjeux sur place? C'est que le 14 février 1980, cette même année 89, il y a eu la fatwa contre Salman Rushdie, et le lendemain, le départ des troupes soviétiques d'Afghanistan, entraînant, si vous voulez, la chute du système soviétique. Donc dans les dominos, il ne faut pas oublier les tout premiers dominos qui ensuite entraînent des conséquences... Absolument, et ça c'est très important parce que ça, si vous voulez, c'est ce qui a donné la révolution iranienne, la prise de pouvoir par Khomeini, c'est ce qui a donné une espèce d'enthousiasme. C'est possible aux islamistes du monde entier, qu'ils soient sunnites ou chiites. Et l'effondrement de ce modèle serait quelque chose qui effectivement rebattrait complètement les cartes. Maintenant, on n'y est pas. 2, on ne sait pas ce que ça va donner après, puisque... Qu'est-ce que vous dites à ceux qui effectivement disent attention, si le régime des Mollahs s'effondre, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière, et on prend souvent comme exemple la question des printemps arabes, qui avaient suscité un formidable espoir démocratique, mais qui n'ont pas forcément entraîné une meilleure démocratie. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, qui sont basculés soit dans le chaos, soit dans le retour de dictature. Et puis le cas le plus frappant pour les Iraniens, c'est juste à côté, c'est Saddam Hussein. C'est l'Irak, Saddam Hussein, le dictateur abattu, la statue qui est tombée place Firdos à Bagdad. Et après, ça a été le chaos, ça a été l'arrivée de Daesh. Donc, il faut bien voir que l'une des forces résilientes de la République des Mollahs, c'est qu'ils ont incarné d'une certaine manière l'empire iranien lorsque Saddam Hussein, à l'époque en 1980, avait déclenché la guerre contre l'Iran. Et vous aviez dans la prison d'Evin, où ont été retenus 2 de nos compatriotes, dont j'espère qu'ils sont toujours quelque part, on est très inquiets à leur sujet, bien sûr, comme vous le savez, la prison d'Evin au nord de Téhéran, il y avait tout le monde était là, y compris les pilotes du Shah d'Iran. Et quand l'Irak a attaqué, les pilotes qui étaient condamnés à pire sévices se sont portés volontaires pour sortir et aller voler avec leurs avions pour bombarder les Irakiens, pour sauver l'Iran, même si celui-ci était dirigé par un régime qui les condamnait à mort. Vous voyez ? Donc, ça, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'effectivement, c'est toute la difficulté d'une population iranienne qui, aujourd'hui, en grande majorité, ne soutient évidemment pas ce régime, mais qui, dans le même temps... est terrorisé par ces bombardements et veut évidemment a un élan patriote vis-à-vis de son propre pays, donc pas qui réussit à distinguer le régime et le pays. Voilà, et ça c'est qui est très appréhensive, indéniablement. On le voit dans l'opposition à l'étranger. Alors vous avez l'opposition professionnelle, les gens qui sont autour du Shah et autres, qui disent tout va bien se passer. Leur implantation, pour l'instant, elle n'est pas très visible. C'est-à-dire, on ne voit pas présentement
d'alternatives constituées et structurées. Et il me semble que c'est l'une des raisons pour lesquelles, tant que vous avez d'un côté la frappe qui continue avec Israël, mais la négociation à Genève en ce moment, en lien, et Jean-Noël Barrot a parlé à Marco Rubio hier pour le prévenir de ce qui allait se passer. Voilà, l'Américain. Et Trump qui dit, on attend 15 jours. Mais entre-temps, pendant ça, il a mis 3 porte-avions autour. Ces 3 porte-avions, ça représente 3 fois la capacité de frappe d'Israël, semble-t-il, dont un certain nombre de missiles de ce qu'on appelle le dôme de fer, les missiles Arrow, semblent être aujourd'hui en train de manquer, ce qui explique que les images que vous avez vues ce matin, c'est-à-dire l'hôpital de Beersheba qui a été détruit. J'allais vous demander, les 2 semaines, ce délai qui a été donc évoqué par Donald Trump, même si encore une fois, il est difficile de se fier à ce que dit Donald Trump un jour et qui peut être différent le lendemain, mais 2 semaines, il dit d'ici 2 semaines. Est-ce que, quand on voit l'état des missiles, des stocks de part et d'autre, c'est-à-dire évidemment des stocks iraniens qui sont vraisemblablement moins nombreux, mais également la porosité du dôme de fer qui, comme vous le disiez, les images de ce matin sont éloquentes, celles d'hier également avec les frappes qui ont touché l'hôpital du sud d'Israël. Le dôme de fer, est-ce qu'on peut dire ce matin qu'il est moins efficace ? C'est tout. Alors bien sûr, tout ça est très secret, mais on voit bien que, d'après ce qu'on pense aujourd'hui, les Iraniens ont envoyé au début énormément de leurres pour obliger les Israéliens à se départir d'une partie de leur stock de arrows, c'est-à-dire de ces choses qui, comme son nom l'indique, qui sont des missiles antimissiles. Voilà, qui empêchent. Donc, moins il y en a, plus les autres peuvent en envoyer. Mais de notre côté, les Israéliens pensent que les Iraniens n'ont pas des réserves éternelles. Mais en tout cas, ces réserves n'ont pas été mal gérées du côté iranien, puisqu'ils continuent à tirer. Nuit après nuit. Voilà. Et à infliger des dommages qui sont de plus en plus significatifs, en tout cas pour l'image. Ce matin, il y avait déjà 25 morts en Israël, pour 224 en Iran, que je sache. C'est le bilan officiel. Voilà. Enfin, après, la réalité, c'est peut-être autre chose, mais effectivement, on imagine que, bien sûr, les États-Unis vont refournir à Israël un certain nombre de missiles Arrows, de munitions et autres, pendant les 15 jours qui viennent. Est-ce que ça veut dire, Gilles Kepel, que Israël est contraint de prioriser davantage, c'est-à-dire de se dire on est obligé de laisser passer un certain nombre de missiles, ceux dont on estime que la trajectoire sera la moins violente pour notre sol, celle qui coûtera le moins de victimes ou de blessés, mais qu'ils sont obligés donc de distinguer dans le ciel et d'en laisser passer un certain nombre. Je ne suis pas responsable militaire, il faudrait que vous appeliez le colonel Keppel, ce n'est pas moi, donc je ne sais pas, parce que je ne connais, c'est trop technique pour moi, mais il me semble en tout cas que vous avez des priorités politiques qui sont différentes. Celle de Netanyahou, c'est de faire tomber le régime le plus rapidement possible en ayant le moins de dommages possible en Israël. Vous voyez bien que Netanyahou a été celui qui, en Israël, à qui on demande des comptes pour le 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que le renseignement n'a pas vu venir la radia pogromiste? Même l'ambassadeur d'Israël en France, hier matin à ce même micro, reconnaissait une erreur manifeste de jugement, effectivement, qui a conduit aussi, et c'est tout le paradoxe, quand on voit la précision, et c'est la question que je lui posais hier, la précision à la fois du renseignement, mais aussi des frappes sur le territoire iranien, et l'incapacité d'Israël à être aussi précis à Gaza et donc à faire tant de morts, non seulement aujourd'hui, mais aussi à ne pas avoir anticipé le 7 octobre. Bien sûr, et Netanyahou, donc d'une certaine manière, doit répondre à la population israélienne de la faillite de sa stratégie, la conceptia. On fait payer Hamas par le Qatar, on fait passer la contrebande par l'Égypte, et puis Sinoir aboiera tant qu'il voudra, mais ne mordra jamais. Ça ne s'est pas produit. Donc il y a ça qui est là. Ensuite, il y a eu l'offensive contre Gaza, qui a liquidé Hamas. Ensuite, Netanyahou a détruit le Hezbollah, ce qui est très important, fait tomber le régime de Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, face à son opinion publique, il a considéré que, face à l'impasse à Gaza, aller détruire le régime des Mollahs, c'était quelque chose qui allait lui accorder un sursis extraordinaire. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça ne paraissait. Est-ce que
Vous iriez jusqu'à dire que c'est une vraie stratégie, c'est-à-dire que ce n'est pas tant le calendrier nucléaire iranien qui a justifié les bombardements que le calendrier politique intérieur, parce qu'en effet, ça l'arrange en quelque sorte de détourner l'attention. En tout cas, c'est ce qui apparaît des déclarations successives, puisqu'au au début, dans les 4 premiers jours, c'était on va supprimer la menace iranienne nucléaire. Depuis lors, il y a eu ces questions ont été nuancées aussi bien par le watchdog de l'énergie atomique que par la patronne du renseignement américain. Trump a dit « I don't care », ça m'est égal ce qu'elle dit, mais il n'y avait pas, en tout cas, selon l'agence de l'énergie atomique et les dirigeants américains, la capacité des mollahs à utiliser immédiatement une ogive nucléaire. C'est-à-dire la volonté, oui, voilà. Mais immédiate. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a tout, et tout est un enjeu de créneau très important. D'où cette idée de la temporalité. C'est 15 jours. Vous, de manière légitime, vous sembliez vous demander pourquoi 15 jours et pas 10 et pas 3 semaines. Non, c'est un peu ce qui semble aujourd'hui pour les États-Unis être possible de faire pour, pendant que la négociation continue, qu'on continue à prendre langue, et Trump lui-même l'a dit, on va négocier, faire en sorte que la négociation s'effectue de la façon qui permette une transition, telle que l'espèrent les Occidentaux, aussi peu chaotique que possible en Iran. Mais là encore, on n'y est pas. Les Iraniens n'ont pas épuisé leurs possibilités. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir répondu à mes questions ce matin. Professeur des universités et spécialiste du Moyen-Orient, votre dernier livre, Le bouleversement du monde. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.